Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour Pierre, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, je m'appelle Pierre Boulet et je suis en charge de l'immobilier et du développement immobilier chez Getir, qui est une société spécialisée dans le quick commerce, comme on le dit fréquemment, et qui permet donc la livraison de courses en quelques minutes. Bien. Nous allons donc faire un bond dans le passé, en apprendre un peu plus sur vous, sur votre histoire personnelle. Comment est-ce que petit à petit vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui ? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre enfance, l'environnement dans lequel vous avez grandi, les valeurs qu'on vous a inculquées ? Oui, bien sûr. Je suis né à Paris, donc je suis toujours sur les lieux, je dirais, de mon enfance, puisque j'ai vécu en région parisienne les premières années de ma vie. Et j'ai été entouré par des parents entrepreneurs. Donc, j'ai tout de suite pu prendre goût, je dirais, à la création d'entreprises ou en tout cas à tout ce qui touche aux structures de type plutôt start-up, PME ou en tout cas qui touchent à l'innovation. Et je pense que ça m'a aidé aussi lorsque j'ai démarré à trouver ma voie plus tard et peut-être aussi à m'aider, à m'aiguiller dans mon parcours et ce qui peut expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui je suis chez Getir. Mais si je reviens un peu en arrière, effectivement, hormis l'enfance, j'ai donc ensuite enchaîné sur des études toujours en région parisienne, à l'ESG, qui maintenant s'appelle Paris School of Business, à Paris, où j'ai pu, dans le cadre d'un master en business international, voyager et passer 2 ans à l'étranger, 1 année à Londres et 1 année à Singapour. Et ces années, en fait, m'ont permis véritablement d'avoir une ouverture d'esprit que je n'avais peut-être pas jusqu'alors. Le fait de vivre complètement déconnecté de la France. Alors Londres est peut-être pas le meilleur des exemples parce qu'il y a une communauté française très importante, mais Singapour en revanche, complètement différent puisque un cadre très multiculturel avec beaucoup de nationalités représentées. Et j'ai eu l'opportunité là-bas de travailler au Marina Bay Sands, qui est un hôtel qui est devenu assez iconique d'ailleurs dans le pays. Et j'ai surtout pu travailler avec beaucoup de gens qui venaient des 4 coins du monde et qui m'ont aussi appris énormément. Et c'est, je pense aussi de là, aujourd'hui, qu'on peut expliquer ma volonté aussi de faire partie d'un groupe qui soit international et accueille des gens qui viennent d'un peu partout. Une fois que je suis parti de Singapour et rentré en France pour terminer, en fait, pour valider mon master, ce qui était un peu à l'époque d'ailleurs un déchirement, puisque je pense que j'aurais préféré à cette époque-là rester là-bas, mais ce n'était pas possible dans le cadre de mon cursus. Donc, revenu en France, j'ai souhaité approfondir les premières connaissances que j'avais eues de l'immobilier de commerce dans le cadre de stages. Et je l'ai fait dans un cabinet de conseil et d'expertise qui s'appelle Molen Market et qui est spécialisé dans les autorisations d'exploitation commerciale. Pour préciser un peu cela, c'est d'accompagner en fait les promoteurs et les retailers, des promoteurs comme Altarea, Unibail, et des enseignes comme Ikea, Galeries Lafayette ou Apple, et les aider à obtenir des autorisations qui leur permettent d'ouvrir des surfaces de vente. Puisqu'en France, vous avez pas mal de limitations et vous avez des seuils. À partir de 1000 mètres carrés, vous devez déposer ce genre de demandes qui sont validées par des élus et par l'administration, selon les différents territoires. Donc, c'est un travail à la fois d'affaires publiques et très juridique. Et j'ai démarré par ça. J'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans et demi. Et ça m'a déjà donné des bases. Ça m'a permis déjà de voir très en amont quels étaient les projets et leur développement, de comprendre comment un projet est lancé de manière architecturale, puisque en fait, les AEC, donc les autorisations d'exploitation commerciale, font partie des permis de construire. Donc, vous avez tout un pan architectural. Et donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer des architectes et de comprendre comment la maîtrise d'ouvrage était pensée et comment un projet tenait la route aussi de manière financière et par rapport à sa programmation. Et j'ai eu pendant ces années-là l'occasion de voyager aussi sur des pays comme
le Maroc et d'autres pays d'Afrique, dans le cadre d'études aussi qu'on faisait. On accompagnait en fait différents promoteurs ou différents opérateurs immobiliers à s'étendre sur des nouveaux marchés en leur réalisant des études économiques. Donc, aller apprécier quelle est la diversité commerciale d'un pays, comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles choses sur place, de nouveaux concepts. Et ça faisait partie aussi de mes missions. Mais c'est vrai qu'après plus de 3 ans, je commençais à être un peu lassé de ne jamais voir véritablement le fruit de mon travail. Puisque quand vous travaillez en amont sur des projets qui ne sont après lancés que 5 ou 6 années plus tard, ça peut être un peu lassant à la fin. Donc, j'ai voulu me tourner vers quelque chose de beaucoup plus rapide et j'ai rejoint une startup qui s'appelle Appear Here, comme apparaître ici, et qui est l'équivalent de Airbnb, mais pour les locaux commerciaux. Et j'ai rejoint la société pour développer toutes les relations auprès des bailleurs et notamment des bailleurs institutionnels. Et le but du jeu, c'était d'avoir le plus de locaux possible en fait sur la plateforme, de faire en sorte que, en tant que place de marché, on ne soit jamais à court de nouveaux espaces à proposer, puisqu'on avait de l'autre côté de la plateforme, en tant que société cliente, des enseignes, des jeunes marques ou des agences qui passaient par le site pour pouvoir louer des locaux sur des durées de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, on était finalement à l'initiative du commerce flexible, du retail flexible. Et c'était quelque chose d'assez passionnant parce que là, soudainement, je passais sur un business où les cycles de vente étaient extrêmement rapides, puisqu'on travaillait sur des deals qui se faisaient pour des durées très courtes. Et le système de marketplace et le système de transaction en ligne faisait que tout allait très vite. Et progressivement dans cette société, donc après avoir démarré sur le marché français et pour le développement des relations avec les bailleurs, j'ai pu monter en compétences et prendre à la fin à la fois la responsabilité du marché en France, donc de la filiale en France, et puis le développement vers d'autres marchés comme les Pays-Bas, où on a complètement lancé depuis la France la ville et donc tissé de nouvelles relations avec les bailleurs. Et c'est vrai qu'il y avait encore une fois cette excitation de pouvoir recréer ce qu'on avait déjà fait sur la France et de pouvoir le dupliquer à une vitesse encore plus importante que ce qui avait été fait en quelques années sur Paris. Et puis la crise est passée par là, 2020, terrible année pour le commerce. Imaginez en plus à l'échelle du commerce éphémère, tous les retailers, en tout cas toutes les jeunes marques et les agences, bien évidemment, qui n'ont plus aucun projet et qui ne peuvent pas du tout se projeter dans le futur. Donc, quasiment plus de business pendant plusieurs mois, donc coup dur pour la société. Puis, retour à la normale, ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait en 2021, mais sans pour autant retrouver le dynamisme, je dirais, de l'année 2019. Donc là, à partir de ce moment-là, et ça faisait déjà plus de 4 ans que j'étais en poste, j'ai souhaité rejoindre une nouvelle activité et un environnement qui, pour le coup, ne connaissait pas la crise. Et j'ai eu l'occasion, sur les derniers mois en fait, de mon expérience chez Appear Here, de rencontrer beaucoup d'acteurs dans la tech, beaucoup de startups, et notamment dans la mobilité. Je pense à Uber avec les vélos Jump, des gens comme Dot aussi. Donc, il y en avait pas mal à ce moment-là qui recherchaient des espaces pour faire de la logistique urbaine dans les centres-villes et sur des périodes flexibles, d'où notre rencontre. Et il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer par contact les premières personnes qui lançaient les marchés en Europe chez Getir. Puisque Getir, à la base, est une société qui a été lancée en Turquie en 2015 et qui, à partir de 2021, est venue en Europe. Et notamment en France, à partir du mois de mars-avril, en tout cas, les premières démarches étaient faites. Et à l'occasion de rencontres et de discussions, je me suis rendu compte qu'ils allaient bientôt avoir besoin de monter une équipe en immobilier pour accompagner leur très fort développement. Et c'est comme ça que de manière assez spontanée, j'ai postulé et que suite à quelques entretiens, j'ai été recruté chez Getir et démarré au mois de juillet. Donc voilà un peu le cheminement chez Getir. Et aujourd'hui, donc depuis le mois de juillet, j'ai réussi à monter une équipe. On est aujourd'hui sur l'immobilier un peu plus de 5 personnes et on participe à l'expansion sur les différentes villes. D'accord.
C'est très intéressant puisque vous avez un profil assez international, puis de fil en aiguille, mais toujours en restant du coup dans l'immobilier de commerce, hein, c'est ça? Vous Ouais, êtes... c'est vrai que c'est le dénominateur commun. Effectivement, en fait, j'ai toujours voulu capitaliser sur mes précédentes expériences en me disant que ça allait me servir de tremplin et Mhm. que ça me permettait aussi de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur la prochaine société. Évidemment, dans chaque société, pour l'instant, j'en ai fait que 3, donc c'est quand même jeune, hein, mais j'essaye d'apprendre et de pouvoir récupérer les expériences qui ont été celles des gens qui sont passés avant moi dans les sociétés ou qui y sont toujours et qui peuvent m'apprendre. Mais j'essaye aussi d'apporter ce que j'ai pu apprendre, soit de l'étranger, soit de mes précédentes sociétés. D'accord. Et comment est-ce que l'immobilier d'entreprise est arrivé dans votre vie? Est-ce que vous aviez une passion pour ça avant? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui travaillent déjà dans ce secteur? Ouais, j'ai eu la chance effectivement d'apprendre beaucoup avec mon père qui est dans le secteur depuis maintenant plus de 30 ou 40 ans. D'accord. Donc, ça a beaucoup aidé au début. Et d'ailleurs, je travaillais avec lui chez Molen Market. Donc, ça m'a D'accord. permis aussi d'avoir, je dirais, une base et d'apprendre les rudiments du métier dès le début. Et je pense avec un très grand professionnel. Donc, ça m'a apporté énormément à ce moment-là. Mais la passion pour les lieux de vie, pour, je dirais, le commerce et tout ce qui se passe dans nos villes, est venue peut-être encore plus naturellement grâce aux sorties, grâce au fait de vivre dans des villes internationales aussi. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné, de pouvoir connaître les nouveaux restaurants, les nouveaux magasins, les nouveaux concepts, d'être vraiment au fait de ce qui se fait et de ce qui se passe un peu partout. Et du coup, parmi toutes ces expériences que vous avez eues à l'étranger, quelle expérience vous a particulièrement marqué et qui vous a peut-être donné un déclic ou une idée à développer en France ou dans vos projets personnels? Ouais, c'est une très bonne question et je pense que c'était justement à Londres, ce qui m'a poussé aussi à aller chez Happy Rire après, c'était Box Park. Box Park, au début, c'était le tout premier centre commercial, mais version pop-up en fait, D'accord. et qui se trouve à Shoreditch. Alors maintenant, ils ont été dupliqués hein, dans d'autres parties de Londres, il y en a plusieurs. Et il y a parfois même eu des répliques à l'étranger, je crois aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, qui ne sont pas forcément de la même structure, mais en tout cas qui reprennent les mêmes principes. C'est, ce sont des containers en fait, qui sont transformés en cellules commerciales Ok. et qui sont utilisés par des jeunes marques, surtout par des concepts branchés généralement, aussi par des concepts de restauration, et dont le principe était de rester que 3, 6 mois, un mois, quelques semaines, et de permettre toujours une animation qui n'est pas figée dans le temps et qui permet aux gens qui viennent régulièrement de voir des choses différentes. Mhm. On est sur des lieux de flux empruntés par des gens qui vont généralement sur leur lieu de travail et donc qui y passent tous les jours. Et c'était de leur donner du divertissement en continu et de pouvoir renouveler ces expériences de commerce. Et moi, c'est véritablement, donc quand je vivais à Londres en 2011 et que Box Park était lancé cette même année, c'était vraiment je me suis dit, tiens, mais ça, c'est quand même un concept extraordinaire. C'était évidemment le pionnier en la matière à l'époque. Mm. Et preuve en est, maintenant, ça se fait un peu Aujourd'hui, partout. Et surtout, le concept de la flexibilité au niveau de la location d'espaces commerciaux, pour moi, était le déclic. Et je me suis dit, tiens, la flexibilité de manière générale devient le maître mot dans l'usage et dans je dirais, l'immobilier tertiaire, quel qu'il soit, hein, qu'on parle des différentes verticales, retail, bureau, parfois même logistique. Donc, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller après dans une société comme Uplear, mais aussi d'approfondir mes connaissances au niveau du retail et de tout ce secteur. Et je pense que ça a été vraiment le déclic. et justement, avec ce concept de pop-up store et le fait que du coup, on va dire les consommateurs aient l'expérience de voir quelque chose, un environnement changer. Aujourd'hui, c'est très en adéquation avec ce qu'on a, avec la consommation qui se fait de plus en plus rapide, et puis notamment avec Getir, que vous êtes dans le quick commerce. Mm. Euh, pour vous, quelle vision vous avez de justement aujourd'hui de ce mode de consommation assez rapide et de ces demandes qui se renouvellent assez fréquemment par rapport à tout ce qui est la consommation, tout ce qui touche la consommation? Mais je pense qu'en fait, il y a vraiment deux aspects. Effectivement, il y a des besoins qui sont un peu impulsifs. Il me faut quelque chose tout de suite maintenant et je n'ai plus envie d'attendre pour l'obtenir. C'est Mhm. un peu ce qui se passe avec le quick commerce.
Et ce qui se passe de manière générale avec les plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, les consommateurs veulent les choses, veulent avoir les produits le plus rapidement possible et sans friction. Que l'expérience d'achat soit la plus fluide possible et qu'il y ait vraiment le moins de friction au moment de l'acte d'achat et de la réception des produits et de l'expérience. Mais pour autant, les gens ont aussi la volonté d'aller dans des lieux où ils se retrouvent, où ils passent du temps, où ils peuvent se connecter, où ils peuvent sociabiliser. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les différents courants qui se retrouvent et qui composent en fait les villes d'aujourd'hui. C'est pas le quick commerce versus l'épicerie ou le boucher traditionnel. C'est le quick commerce, oui, je dirais, en service supplémentaire, additionnel, par rapport à ce qui existe déjà et par rapport à ce qu'on connaît dans nos cœurs de ville. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition, c'est véritablement s'adapter aux nouvelles demandes et aux nouveaux besoins des consommateurs, et notamment des plus jeunes générations, qui sont à la base de tout ça, parce que c'est comme, pour refaire le parallèle avec le retail flexible, ça vient aussi des demandes des nouvelles générations qui ne veulent pas tomber dans une routine, qui veulent toujours de la nouveauté et qui sollicitent et qui plébiscitent aussi des marques à se renouveler, à changer et donc par définition, le commerce et les baux et la durée des baux, en fait, c'est là où il y a une friction, c'est que on ne peut plus être sur des baux de 9 ans ou de 12 ans sans avoir des changements et des renouvellements qui peuvent s'effectuer. Donc pour moi, c'est vraiment pas une opposition de style, mais bel et bien, c'est un ensemble et on doit avoir à la fois dans cet ensemble des solutions qui permettent de pouvoir satisfaire des besoins immédiats des consommateurs. Mmh. C'est vraiment le consommateur qui est au centre de tout. Oui. Et de l'autre côté, des concepts beaucoup plus slow. On parle de slow food, on parle de, justement, à contrario de la fast fashion, la slow fashion, des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, éthiques et basées sur le développement durable. Donc pour moi, ce sont vraiment ces différentes composantes, mais qui doivent pouvoir fonctionner ensemble. D'accord. Et sinon, pour plus parler de vous, vos missions, le rôle que vous avez eu dans vos différentes expériences, vous avez été leader plusieurs fois dans votre carrière? Notamment chez Pierre, oui, absolument. Et Et surtout sur la fin de mon expérience chez Pierre, et puis depuis que j'ai rejoint Getir. et en tant que leader, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là? Quelle est votre vision du leadership? Mais je pense qu'il y a là-dessus deux aspects des choses. La première, et c'est assez différent en fait selon les types d'entreprises aussi dans lesquelles vous êtes. Dans une société comme Epierre, le fait est que c'était une société très jeune et donc on apprenait aussi beaucoup de nos expériences au quotidien et on essayait d'ajuster à chaque fois, de rectifier le tir, je dirais, pour avoir le meilleur déploiement possible et aller atteindre les objectifs qu'on s'était fixés du mieux qu'on pouvait. Donc, on travaillait beaucoup plus à vue que ce qui est le cas aujourd'hui chez Getir. Mais il y a quand même un dénominateur commun, évidemment, ce sont les hommes avec un grand H et les équipes que vous avez. Pour moi, ce qui est au cœur de tout, ça doit être la passion pour les missions qui sont confiées aux équipes. Si vous avez une équipe passionnée, si vous arrivez à transmettre cette passion et cette envie justement de se retrouver dans une mission commune, je pense que c'est aujourd'hui la clé et c'est comme ça qu'on peut atteindre des objectifs ensemble. Quelle que soit la manière dont vous structurez les équipes, c'est jamais forcément parfait, surtout dans des secteurs où les choses vont très vite. C'est très difficile d'avoir une organisation qui soit parfaite et où vous mettez, je dirais, les gens dans les meilleurs postes possibles et à qui vous attribuez toutes les meilleures responsabilités possibles. Ce qui est très important selon moi, oui, c'est vraiment de pouvoir transmettre cette passion, de conserver beaucoup d'humilité aussi Mmh. et de ne jamais se sentir arrivé et de ne jamais penser qu'on sait tout et qu'on a tout vu, Mmh. de pouvoir réagir très vite si on a des coups durs et de pouvoir apprendre très vite aussi de nos erreurs récentes et surtout d'être très agile au niveau de la modification de nos quotidiens et de nos structures aussi, si on a constaté que des choses n'allaient pas ou si on a constaté que ça nous amenait à faire encore plus d'erreurs. Je pense qu'il faut là-dessus être assez rapide et ne surtout pas rester figé sur
sur des modèles qu'on pense être éternels parce que ce n'est pas du tout le cas. Nous, chez Getir, par exemple, c'est vrai qu'on se remet aussi beaucoup en question et il nous arrive de changer des manières de travailler très fréquemment. D'accord. Et je pense que c'est aussi, ça permet de ne pas tomber dans une routine, et ce qui est bien parce que ça stimule les esprits, tout le monde se sent un peu stimulé et a l'impression qu'il a des missions différentes régulièrement. Et en plus de ça, ça permet de rester alerte et de se remettre en question. Et je pense que c'est la remise en question permanente qui nous permet à tous d'avancer et de pouvoir faire encore mieux et d'être très ambitieux. Donc pour moi, c'est vraiment à la fois la passion, réussir à transmettre la passion du secteur. Et ça, moi, je le tire de mes précédentes expériences. Et comme je vous l'expliquais, ça part de Boxpark, d'être un peu fasciné par des choses et de se dire que c'est un secteur dans lequel on a de la chance de pouvoir évoluer parce que ça bouge, que rien n'est statique, qu'on peut découvrir plein de choses partout dans le monde. C'est déjà de transmettre ça. Et ensuite, d'avoir justement une organisation qui soit assez mouvante et qui puisse évoluer sans cesse en fonction des besoins et des objectifs qu'on se fixe. Et comment est-ce que vous transmettez cette passion à vos équipes? Est-ce que vous avez un type de management du coup différent, oui, par rapport à un management classique ou celui que vous n'apprécierez peut-être pas? Déjà, j'essaie de faire confiance très vite aux équipes. Mhm. C'est-à-dire que je suis contre le micromanagement. Je ne supporte pas. Je pars du principe que les gens avec qui je travaille sont des gens qui savent ce qu'ils font, ou en tout cas sont déjà assez matures et ont conscience de leurs responsabilités. Et j'ai pas envie d'être au-dessus de leur épaule, pour ainsi dire. Le but pour moi, c'est pas du tout de vérifier comment est-ce qu'ils envoient un email ou comment est-ce qu'ils répondent au téléphone. Clairement pas. Je préfère leur indiquer une marche à suivre et justement une vision commune et un objectif qu'on va se fixer en équipe et des moyens d'y arriver, plutôt que de les prendre par la main pour leur indiquer exactement telle ou telle manière de faire. Ça, je n'y crois pas. Donc, je veux que les gens se responsabilisent très vite et j'essaye de travailler avec des personnes qui aiment l'autonomie, justement, et qui n'ont pas besoin de demander des choses très fréquemment. Et je pense que c'est aussi c'est ma perception. Et c'est parce que je n'aime pas aussi qu'on me l'impose. Je ne supporte pas qu'on soit sur mon dos à me dire tous les jours, alors, où est-ce que tu en es? Alors, combien est-ce qu'on a aujourd'hui de nouveaux projets? On est sur combien de dossiers? Ça, ce sont des choses qui m'insupportent. J'ai envie qu'on me fasse confiance. Et à l'inverse, moi, je fais confiance aux équipes. Donc, c'est de la confiance partagée. Et puis, s'il y a une crise de confiance et qu'elle n'est plus là, je pense que ça signifie que c'est peut-être après un problème de personnalité et qu'il faut trouver une solution. Mais en tout cas, j'ai tendance à mettre tout le monde très à l'aise là-dessus en leur disant vous êtes responsable de vos projets, de vos missions. Je vous fais confiance, vous avez carte blanche. En revanche, évidemment, s'il y a besoin de vous aider sur des sujets délicats, je serai toujours là. Et là-dessus, je veux aussi qu'ils le sachent. C'est important de pouvoir être à leur côté sur des sujets précis et qui demandent peut-être un peu plus de technique et d'expérience et une vue un peu plus haut niveau. Mais pour le reste, oui, je pense que c'est la confiance accordée. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec votre vision d'ailleurs. Et du coup, on va parler maintenant de Getir, votre expérience, votre rôle et de l'entreprise. Vous nous avez présenté Getir déjà en introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de l'entreprise? Donc, c'est une entreprise turque qui arrive en France. Et vous, du coup, vous êtes arrivé au bon endroit, au bon moment, puisque vous étiez là au début du développement en France. Oui, exactement, presque au début. Alors, donc, je disais, créé en 2015, Getir, et déjà une société plutôt mature et plutôt mûre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré. C'était d'avoir une société qui avait déjà une belle expérience sur un marché comme la Turquie qui est vraiment peu évident. Donc, c'est déjà très impressionnant de voir ce qui a été réalisé en quelques années seulement. Et à partir de 2021, l'expansion a démarré en Grande-Bretagne en janvier 2021. Puis, un développement qui s'est, je dirais, accompagné ensuite sur d'autres pays, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, et puis la France dont on parle, à partir de juin. En fait, juin a été l'ouverture officielle des différents magasins, et notamment à Paris, Île-de-France, mais quelques personnes étaient déjà là dans l'équipe à partir du mois de mai, où les choses, je dirais, où les
où les choses se tramaient déjà en cuisine et dans les coulisses. Ça a démarré un peu avant et moi, je suis arrivé en juillet. Donc, on venait de lancer le marché, mais je suis arrivé dans une équipe où on était effectivement un petit nombre comparé à aujourd'hui. Et ça a été tout de suite un coup de cœur parce qu'on a eu vraiment des ambitions tout de suite très fortes, notamment sur les 6 mois qui ont suivi, donc entre juillet et décembre. Les ambitions étaient très fortes et on sentait que toutes les équipes, et que ce soit en France ou sur les autres pays européens, étaient complètement alignées et que tout le monde voulait avancer le plus rapidement possible et créer quelque chose en fait de juste hors norme qui n'avait jamais été fait par aucun acteur au préalable. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé directement en tant que team lead chez Getir? Oui, en fait, je suis arrivé directement pour prendre en charge l'équipe real estate et pour monter une équipe justement pour aller à la fois sourcer des nouvelles opportunités immobilières, donc trouver des nouveaux locaux pour notre activité, et puis de manière générale, nous faire connaître dans le paysage immobilier, nouer des liens avec les différents bailleurs, puisque ça participe aussi à l'aspect de la durabilité et de la possibilité pour nous d'être engagés sur le long terme sur le marché français. Mmh. Et évidemment de gérer le portefeuille Getir, puisque une fois que vous avez des locaux signés, vous les avez normalement pour une durée très importante, de quasiment 9 ou 10 années. Donc, il y a aussi cette gestion du portefeuille Getir. Et dans votre rôle en tant que team lead, est-ce que vous avez une journée type? Est-ce qu'il y a un quotidien? Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée dans votre vie chez Getir? Ouais, ça commence, on peut parler du lundi, c'est un bon exemple, je pense, d'une journée bien chargée et assez représentative. Tout commence par un meeting d'équipe pour justement parler à la fois de ce qui a été fait la semaine précédente, quels ont été les succès, quels peuvent être les points d'amélioration et ce qui va composer la semaine à venir. Quels vont être les objectifs clés, quels vont être les moments clés aussi de la semaine et quels sont les objectifs qu'on se fixe. Pour moi, c'est toujours important le lundi matin de démarrer comme ça, à la fois pour qu'on soit, encore une fois, je parle d'alignement, mais on ait tous en tête les objectifs vers lesquels on souhaite aller. On a ensuite un meeting plus global avec l'ensemble des équipes de stratégie et d'expansion, puisqu'en fait, l'équipe immobilier fait partie plus largement d'un grand département qui s'appelle expansion et stratégie. Et on a, pour parler de moi et de ce que je fais, ça consiste à faire pas mal de traitements de mails, de faire du recrutement aussi, et puis d'organiser différents rendez-vous pendant la semaine, que ce soit avec des propriétaires, que ce soit avec des agents, parfois quelques visites aussi sur lesquelles je me greffe avec certains membres de mon équipe. Mais les semaines se suivent et ne se ressemblent pas et c'est aussi ce qui est très agréable, hormis des temps forts pour les équipes et pour nos réunions internes. Mais pour le reste, tout ce qui concerne le business et l'externe, les choses évoluent beaucoup. Je peux aussi rajouter dans la semaine, on peut aussi avoir un lancement ou deux de nouveaux locaux. Donc ça peut aussi venir rythmer les journées. D'accord. Et du coup, vous m'avez dit que Getir n'avait pas connu la crise. Enfin, comparé à d'autres entreprises qui ont malheureusement fait faillite ou qui ont rencontré de grandes difficultés, qu'est-ce que vous diriez que le Covid a au contraire apporté de positif par rapport à Getir et par rapport à vous, votre expérience et votre projet professionnel? Alors, par rapport à moi déjà, comme je l'expliquais, j'ai été en pleine période Covid dans une société qui a beaucoup souffert. Donc j'ai vu justement l'autre côté des choses avec des réductions d'effectifs assez drastiques, avec des réductions de salaire aussi pour les salariés, donc des efforts à consentir pour justement aider l'entreprise qui allait mal, devoir travailler en télétravail totalement, ne plus du tout avoir de bureau aussi parce que ça pesait lourd dans les budgets de la société. Donc ça, c'est moi ce que j'ai connu précédemment, versus une société qui n'a pas été créée, contrairement à certains de ses concurrents pendant le Covid, a été créée bien avant, comme je disais, 2015. Mais évidemment, le fait que les gens aient plébiscité les livraisons à domicile, puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se faire livrer, ou en tout cas, ils ont été encouragés à le faire, ça a évidemment été un vrai booster
pour l'expansion, notamment en Europe, de Getir. Très clairement, puisque c'est rentré encore plus dans les habitudes de consommation des consommateurs, des différentes personnes en Europe et aux États-Unis. Donc, on a eu très clairement, on a pu bénéficier de ça pour pouvoir accélérer encore un peu plus en Europe. Et du coup, pour parler de vos projets, et on va un peu plus se tourner vers le futur. Déjà, dans tout ce que vous m'avez raconté, vous avez eu beaucoup d'expérience à l'international en tant que leader et des idées très brillantes, et vous avez amené quelque chose en France. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier d'avoir réalisé dans votre vie? Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est de manière à temps très court. En fait, si je me retourne vers mes premières années depuis que je travaille depuis 2013, je pense que c'est vraiment depuis Getir d'avoir réussi à monter une équipe aussi rapidement et d'avoir pu, en l'espace d'à peine 6 mois, ouvrir près d'une trentaine de magasins. Je pense que c'est ça dont je suis le plus fier jusqu'à présent, parce qu'on a eu vraiment, je le dis, une croissance terrible, mais dans le bon sens du terme. Et on a vraiment fait ce qu'il fallait pour atteindre des objectifs qui étaient extrêmement ambitieux, grâce à une superbe équipe, évidemment, puisque seul, j'aurais pas fait grand-chose, mais c'est d'avoir pu recruter, pour ma part, là où je récupère pas mal de fierté, c'est d'avoir pu recruter très vite de bons éléments qui se soient très vite intégrés aussi au reste de l'équipe et d'avoir pu apporter chacun d'entre eux leur pierre à l'édifice. D'accord. Donc ça, je pense que c'est vraiment, en termes de track record, pour l'instant, en l'espace de peu de temps, peu d'entreprises aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir eu un développement aussi fort, et notamment en termes d'ouverture de magasins en l'espace de si peu de temps. Très bien. Et du coup, après nous avoir expliqué du coup le projet dont vous êtes le plus fier, quel est le projet que vous rêveriez ou que vous vous donnez comme objectif d'atteindre, que ce soit personnellement ou professionnellement avec Getir, ou est-ce que plus tard vous souhaiteriez ouvrir votre propre entreprise? Pour le moment, c'est vrai que je vois les choses plutôt à moyen terme, je dirais, puisque tout va tellement vite au quotidien que il est difficile parfois de se projeter à vision 2 ou 3 ans. De manière personnelle, évidemment, moi, j'ai envie de pouvoir continuer à monter en responsabilité, en expérience, et de pouvoir grandir et accompagner la croissance, je dirais, de Getir, que ce soit en France ou dans d'autres marchés. D'une manière perso, ce serait de pouvoir développer un marché, par exemple en Asie, Singapour. Ça peut être quelque chose de très tentant de pouvoir justement apporter ce que j'ai déjà fait sur un marché comme la France et le dupliquer sur un autre marché où on part de zéro. Donc ça peut être un bel objectif. Et sinon, justement, de développer d'autres business models, pourquoi pas, liés toujours à Getir, mais de pouvoir dupliquer les modèles économiques, un peu comme ce qu'on voit en Turquie, où il y a différents modèles qui ne sont pas que celui de la livraison en 10 minutes. Je pense que ça peut être aussi très enrichissant. Et vous avez mentionné une nouvelle femme, Singapour. Vous aimez beaucoup, vous Ouais, aimez c'est beaucoup vrai, Singapour? destination de cœur, non, effectivement, Ouais. destination de cœur. Je suis assez fasciné par la manière dont tout fonctionne là-bas. Mhm. Certains disent que c'est très artificiel et très lisse, mais c'est vrai que si on veut se concentrer sur sa carrière et sur son quotidien, je pense que les choses sont vraiment facilitées pour pouvoir justement travailler tranquillement, sereinement, et c'est pour ça que ça pourrait être une belle expérience de vie d'y retourner et de pouvoir travailler là-bas. Mais bon, j'ai d'autres villes aussi qui me tiennent à cœur. Amsterdam, j'aime beaucoup. Londres également. Donc non, je suis pas forcément seulement focalisé sur Singapour. C'est vrai que c'est la plus exotique d'entre elles, mais là-dessus, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, à votre avis, du commerce dans les années à venir? Selon vous, à quoi ressemblera le quick commerce de demain? Vous avez dit que c'était difficile de se projeter sur 2-3 ans, mais quelle est votre vision par rapport à ça? Je pense qu'il va y avoir déjà une consolidation du nombre d'acteurs. Aujourd'hui, vous avez quand même une certaine quantité d'acteurs sur le marché, et pas qu'en France, hein, dans les différents pays européens et aux États-Unis, vous avez parfois
7, 8, 10 acteurs qui sont sur ce créneau. Vous avez aussi la grande distribution qui s'y mêle. Donc, moi, je vois 3-4 sociétés vraiment prépondérantes sur chacun de ces marchés et qui vont rester en place, peut-être pas plus, parce qu'au bout d'un moment, ça va être difficile pour ceux qui sont les moins dotés de rivaliser ou ceux qui ne sauraient pas forcément se remettre en question ou qui n'auraient pas forcément les bonnes organisations pour le faire. Mais encore une fois, je pense que le quick commerce va devenir et va continuer à être très important dans la livraison et enfin, dans le marché de l'alimentaire et de la distribution de manière générale. Pas nécessairement remplacer, je ne pense pas du tout que ça remplacera le commerce traditionnel et notamment le commerce de bouche. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'au contraire, les gens veulent contrebalancer ces expériences du virtuel et du très rapide avec des choses aussi qui soient authentiques. Donc on va continuer à avoir, selon moi, des gens qui font les choses de manière authentique et avec passion, et des commerces indépendants, et tout ça va rester. J'y crois profondément parce qu'il faut quand même qu'on mette l'accent sur l'expérience, sur les lieux de vie, sur la sociabilisation. Tout ça, pour moi, va prendre des places encore plus importantes dans tous les lieux commerçants. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les villes et toutes les municipalités, toutes les villes, toutes les régions veulent avoir créer du lien, veulent permettre à leurs habitants de créer du lien au quotidien et pas juste de placer du commerce en périphérie et d'avoir des gens qui vont acheter par nécessité seulement. Donc, je pense qu'il y a vraiment le commerce, il est complètement multiple. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le consommateur dans tous les cas, mais c'est d'avoir accès à tous ces services différents. Comme je le disais, quick commerce, oui, mais aussi avec des expériences. Aujourd'hui, les gens veulent de l'expérience, de l'expérimental, et c'est ce qu'ils vont aussi rechercher sur le commerce physique et de pouvoir se rendre dans des magasins. Très bien. Et du coup, vous avez étudié dans le commerce, enfin, vous étiez en école de commerce et vous avez eu plein d'expériences qui vous ont mené aujourd'hui à devenir team lead. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune étudiant qui, comme vous, a cette passion pour l'entrepreneuriat, pour le leadership, pour le travail d'équipe? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez aujourd'hui? Peut-être de manière de commencer par savoir déchiffrer des fiches de paye et comprendre comment fonctionnent les impôts. Je rigole un peu là-dessus parce que ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas du tout en école de commerce et en école de manière générale. Et c'est assez dommage parce qu'en soi, pour le reste, je pense qu'il est difficile d'apprendre tant qu'on n'est pas dedans des sociétés. Pour moi, l'apprentissage théorique est une chose, mais rien ne remplace vraiment l'apprentissage sur le tas. Et je pense que la clé, c'est d'être aussi bien entouré, de tomber sur des managers qui donnent des opportunités et qui permettent, qui transmettent aussi beaucoup de savoir et qui permettent de donner des opportunités pour monter en compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi ne pas être trop pressé. Il ne faut pas forcément aller dans un secteur parce qu'on pense qu'il est plus rémunérateur qu'un autre. Je pense que ça, c'est une erreur. Ou de voir le gain trop vite, trop tôt. Je pense qu'il faut d'abord essayer de construire une carrière qui a du sens et qui peut aussi, et de manière opportuniste, se vendre et créer derrière ça un storytelling. Savoir créer un enchaînement de différentes expériences pour justifier aussi d'une suivante. Comme je disais, moi, je peux m'appuyer sur le retail dans lequel je suis depuis maintenant près de 10 ans. Et ça, c'est mon fil rouge. Donc, je pense que c'est d'avoir un fil rouge dans une carrière pour pouvoir expliquer et justifier aussi des choix et des expériences qui vont suivre. Donc, pour moi, c'est ça, c'est d'arriver à trouver une cohérence dans ses choix au quotidien. Sur la prise de risque aussi, effectivement, c'est vrai que moi, j'ai démarré par des petites structures et Getir, pour moi, aujourd'hui, c'est pour moi la plus grande société en termes d'effectifs que j'ai connue jusqu'à présent. Et encore, ça reste un modèle très start-up et on est parti de très peu quand je suis arrivé en France.
mais c'est aussi de savoir prendre des risques et en tant que jeune, d'aller dans des sociétés qui ont du potentiel et qui peuvent nous apporter beaucoup en termes d'expérience. Parce que être dans une start-up, et quand elles sont dynamiques, ça peut en quelques mois apporter une expérience de peut-être 3 ou 4 ans dans d'autres structures plus traditionnelles. Et je pense que ça joue beaucoup aussi sur la maturité et sur l'apprentissage. Donc, il ne faut pas forcément non plus aller en start-up parce que c'est une start-up. Et il ne faut pas forcément croire qu'en start-up, la manière de travailler est plus relaxe et plus cool que dans des groupes traditionnels. Parfois, bien au contraire, les journées peuvent être beaucoup plus, je dirais, intenses et la charge de travail aussi. Et parfois, vous avez évidemment de moins bonnes conditions financières en avantage nature et le reste. Mais si vous êtes dans un secteur d'activité qui vous parle, je pense que ça vaut la peine. Et vous pourrez revendre aussi cette expérience dans des grands groupes par la suite, qui aujourd'hui recherchent aussi beaucoup les soft skills et pas forcément la technique pure. Et je pense que les soft skills, vous pouvez davantage les apprendre dans des sociétés qui sont en pleine expansion, plutôt que dans des groupes très figés où vous pouvez difficilement faire bouger les lignes. En tout cas, moi, c'était ma perception et c'est ce que je pense avoir appris pour le moment de mes précédentes expériences. C'est très intéressant. Du coup, on arrive sur la dernière question de cet échange qui se tourne donc vers l'avenir, vu que c'est intitulé du podcast. Quelle est votre vision de l'avenir, que ce soit autour de l'entreprise, autour de votre vision personnelle des choses en tant que leader? Quelle est votre vision de l'avenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les années à venir? Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir peut faire peur par rapport à tout ce qu'on voit dans le monde et par rapport à tout ce qui se passe aux différentes crises et celles notamment par laquelle on est en train de passer. Donc, il est parfois difficile de trouver de l'optimisme dans l'avenir. Néanmoins, j'ai foi en les nouvelles technologies et je pense que c'est aussi ce qui me stimule moi au quotidien, c'est d'être dans une société tech et de pouvoir apporter du changement grâce à la technologie et d'aider justement de donner de nouveaux services et d'apporter des besoins assez primaires, de pouvoir se nourrir et de pouvoir avoir accès à de l'alimentaire aux consommateurs. Donc j'ai foi en la technologie et je pense que les nouvelles générations doivent aussi pouvoir trouver leur voie par rapport à leurs projets professionnels. J'ai parfois l'impression, on en parlait juste avant, que les gens veulent avoir tout de suite, très vite, et parfois prennent peu de recul par rapport à une carrière qui peut durer 40 ou 50 ans. Donc, on a le temps, on l'aura encore plus avec l'espérance de vie qui va s'allonger et qui s'allonge. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment Non, je pense qu'il y a encore de très grandes choses à faire. Il faut juste avoir un projet de carrière assez, je dirais, qui nous semble logique et de le suivre et surtout de trouver une passion. Moi, c'est vraiment l'un de mes credos, c'est de me dire, sois passionné par un secteur ou par quelque chose et essaye d'être bon là-dedans, de t'y intéresser. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de s'épanouir au quotidien, à la fois en professionnel et en privé. J'ai tendance aussi à penser que si le professionnel va très bien, ça va se refléter sur le privé. Donc, ça peut aussi aider d'avoir au quotidien un job qui nous plaît. Mais de manière générale, oui, je pense que l'avenir est très excitant, surtout quand on a la chance d'être dans des structures comme Getir où tout va très vite, que la croissance est importante et qu'on peut aller un peu partout dans le monde. Ok. Écoutez, merci beaucoup. C'est ma dernière question et merci beaucoup pour cet échange. C'était très riche, c'était très intéressant et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Vanna. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.